elle a toute une cour d'artistes, hein, et elle s'est constituée une collection personnelle. Au moment de sa mort, on a retrouvé 176 peintures, de la plupart des grands artistes de son époque, 130 tapisseries. Et tapisseries, c'était important, hein, parce que comme les gens n'avaient pas une résidence fixe, qu'est-ce qui fait que les résidences étaient un petit peu aménagées? C'est que quand on déménageait d'un point à un autre, on emmenait les tapisseries. Vous pouvez accrocher ça au mur. Bon, elle a une collection remarquable. Elle a des images broutées, elle a 52 sculptures et puis 46 objets d'art qui contiennent de l'or, de l'émail, des pierres précieuses. Voilà, enfin, je veux dire, je ne sais pas si à son époque on peut citer une autre femme qui ait une telle ouverture qu'elle a eue. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a des gravures anciennes de son époque, ou pas très éloignées de son époque, où elle a sur la tête le bonnet des archiducs. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment considérée comme l'archiduchesse dans la famille des Habsbourg. Et alors, on lui doit, mais ça c'est son côté, voilà, Montphilibert. Montphilibert, elle va nous offrir le plus beau monument de l'histoire de la Savoie, enfin un des plus beaux, qui est le monastère, entre guillemets, de Brou, qui est un mausolée qu'elle fait construire spécialement pour y sépulturer Philibert, pour y sépulturer la mère de Philibert et pour prévoir sa propre sépulture à elle. Donc vous voyez, il y a cette idée que dans ce mausolée, elle et lui seront réunis. Alors, je pense que vous connaissez tous Brou. À Brou, d'abord, il y a une première chose. Regardez les vitraux. Sur les vitraux, il y a des armoiries qu'on retrouve un peu partout. C'est des armoiries composées, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle des armoiries parties, comme les armoiries de Moutier. Hein, il y a deux éléments. D'un côté, vous avez la croix d'argent sur fond de gueule, donc les armes de la Savoie, ça veut dire les armes de Philibert, et de l'autre, vous avez les armes de la maison des Habsbourg. Et les deux sont réunis pour dire que Marguerite Philibert ne peut pas les séparer. Alors, c'est l'occasion de rappeler une chose, hein, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde va dire, Brou, c'est à l'extérieur, enfin ça fait partie de Bourg-en-Bresse, c'est donc dans l'Ain, département de l'Ain. Mais à cette époque, c'est en Savoie. L'Ain, c'est l'un des plus anciens territoires de la Savoie, puisque Humbert, il a un peu surgi on ne sait pas trop où, mais en tout cas, grâce à une famille qui détient l'évêché de Belay. Donc l'évêché du diocèse qui correspond à peu près à l'Ain actuel. Ils ont des territoires dans l'Ain. Et Bourg-en-Bresse, ça a été une des capitales de la Savoie, quand on avait des capitales tournantes. Il n'y a pas plus de raison de considérer Thonon comme une ancienne capitale de la Savoie que de ne pas considérer Bourg-en-Bresse. Donc, c'est pas... Aujourd'hui, on peut avoir l'idée qu'elle a fait construire ça à l'extérieur. Non, elle a fait construire ça dans le territoire de la Maison de Savoie, à une époque où la Maison de Savoie résidait beaucoup plus dans l'Ain qu'à Chambéry ou de l'autre côté des Alpes. Alors, en quoi c'est remarquable? C'est un chef-d'œuvre de ce qu'on appelle l'art gothique flamboyant, hein, plus précisément l'art gothique flamboyant flamand, hein, c'est-à-dire avec des origines qui viennent du Nord. Un ensemble de bâtiments monastiques, hein, c'est très grand, il y a 3 cloîtres côte à côte. Donc ça, c'était construit de 1506 à 1512. Et puis ensuite, l'église Saint-Nicolas de Tollentin,
qui est donc cette église qu'on connaît bien, qui sera due à un architecte qui s'appelle Van Bodegem, et elle ne sera terminée qu'en 1532. Ça veut dire qu'elle n'a pas connu, Marguerite n'a pas connu Brou terminé, puisque ce sera terminé 2 ans après sa mort. C'est une chapelle, grande chapelle, qui a avant tout une fonction, encore une fois, c'est d'accueillir ces tombeaux. Alors, la photo du haut, c'est un montage, hein. C'est d'un côté le haut du gisant, enfin, la tête dans le gisant de Marguerite, de l'autre côté c'est la tête dans le gisant de Philibert, mais c'est 2 tombeaux séparés. Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le tombeau de Marguerite, qui a été, il n'y a pas si longtemps, qui a été restauré, c'est un tombeau, c'est un peu bizarre quand on voit ça et qu'on n'a pas la clé, c'est un tombeau qui est à 2 étages. Alors on se dit, mais c'est quoi? Il y a 2 personnes enterrées? Non, c'est de la symbolique. En haut, c'est Marguerite sur son lit de mort avec une couronne. Ça veut dire que quand on meurt, on est en haut. Il suffit de voir, hein, les gens qui meurent, mais ils sont tous rois de quelque chose, etc. Donc voilà, Marguerite qui meurt, la couronne. En bas, c'est Marguerite au moment de la résurrection. Forcément en bas, parce que quand on ressuscitera, on viendra d'en bas. Et ce qui est rassurant, c'est que la Marguerite d'en bas, celle qui va ressusciter, elle est beaucoup plus jeune que celle d'en haut qui meurt. C'est rassurant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que quand on ressuscitera, on sera vieux ou jeune? Et il y a l'idée qu'on va ressusciter plutôt jeune. Donc vous voyez, le visage du bas est un visage relativement jeune. Alors, de quoi elle est morte? Elle a eu une vie pas ordinaire depuis le départ, donc elle ne pouvait pas mourir d'une manière ordinaire. Elle s'est blessée le pied gauche avec un éclat de verre. Ça s'est infecté et il y a eu une gangrène. Donc, à un moment donné, les médecins de l'époque, c'est pas le SAMU, hein, c'est des gens qui interviennent parfois bien après, etc. Ils disent qu'il n'y a qu'une solution, c'est l'amputation. Et Marguerite, elle est morte d'une overdose. A priori, la dose d'opium qu'on lui a administrée, parce que voilà, il faut bien, quand on ampute, que les gens fassent un petit voyage, le temps de l'amputation, mais visiblement, on lui a mis beaucoup trop d'opium et elle en est morte. Voilà, donc, vous voyez, c'est une femme assez extraordinaire, hein, qui... Donc, maintenant, il faut qu'on reprenne le fil de l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'elle, c'était la femme de Philibert, mais Philibert, quand elle meurt, il est mort depuis déjà un bout de temps. Donc, alors, j'ai mis pour pas trop se perdre dans les guerres d'Italie, parce que qu'est-ce qui va rythmer toute cette histoire? C'est qu'en gros, tous les 10 ans, et encore quand il y a 10 ans, c'est déjà bien, on part en guerre en Italie. Alors, il faut déjà regarder la carte. Ça vous donne, vous voyez, quand on dit l'Italie, il ne faut pas se tromper. Hein. On n'est pas là en train de parler d'un pays, on est en train de parler d'un espace géographique. Bon, c'est plus compliqué, mais c'est presque plus clair de dire à chaque fois la péninsule italique, pour dire qu'on est dans la géographie. Bon, comment ça se présente? Si on va du nord vers le sud, on a une grande partie de ce qu'est l'Italie d'aujourd'hui qui est occupée par le duché de Savoie. Bon, en gros, c'est le Val d'Ost et le Piémont. Mais vous voyez qu'il y a des enclaves. Hein, ce n'est pas un territoire encore bien totalement organisé. Plus au sud, il y a la République de Gênes qui
va inclure la Corse. Après, je vais en direction de l'Est, j'ai le Grand-Duché de Milan, ensuite j'ai la République de Genève, et puis en dessous, j'ai les petits duchés, donc les petits duchés, c'est Parme, Modène, Florence, etc. J'ai la République de Sienne, j'ai les États pontificaux, qui partent au sud quasiment de Rome et qui montent en direction de Ravenne, Bologne, et non les États pontificaux. Et puis ensuite, tout le sud de l'Italie, c'est le royaume de Naples. J'ai le royaume de Sicile. Alors, il y a des moments où le royaume de Naples et de Sicile n'en forment qu'un. Donc, dans ces moments-là, on dit le royaume des deux Siciles. Parfois, c'est des royaumes séparés. Et puis, il faut ajouter encore la Sardaigne, qui est un royaume aussi. Donc, vous voyez, ça veut dire que j'ai deux royaumes, Naples, Sicile, plus le royaume de Sardaigne. J'ai des républiques avec Gênes, Venise, Sienne. J'ai Florence, a été une république aussi un temps. J'ai des duchés, Milan, Savoie, voilà, plus d'autres territoires. Donc ça veut dire que l'Italie n'a aucune unité. Aucune unité. Et ça veut dire qu'en Italie, tout le monde convoite tous les morceaux. Alors, comme je dis tout le monde, ce n'est pas que ceux qui sont sur le territoire. Par exemple, le duché de Milan, aussi bien les Français que les Habsbourg vont dire le duché de Milan, il est à nous. Les Espagnols, ils aiment bien dire le royaume de Naples, il est à nous. Donc forcément, quand vous avez des situations comme celle-là, il y a un moment où, il s'appelait Nino Ferrer, dans le sud, un jour il y aura la guerre. Et là, en gros, c'était tous les 10 ans. Donc, 1494-95, on a la première campagne d'Italie. C'est le roi de France Charles VIII qui conquiert le royaume de Naples en battant les Espagnols et les différents États catholiques italiens. 1501, c'est moins de 10 ans plus tard, deuxième campagne d'Italie, Louis XII s'empare du royaume de Naples à nouveau, et il devra le céder à l'Espagne. 1504, date que tout le monde connaît, c'est François Ier qui récupère le Milanais. Mais ça ne va pas durer 107 ans. Pourquoi? Pour la bonne raison que Charles Quint veut aussi le Milanais. Et il y a la victoire. En France, on connaît que 1515, mais personne ne connaît la date de Pavie, parce que Pavie, c'est une défaite monumentale pour la France. C'est François Ier qui est prisonnier, c'est ses fils qui sont prisonniers. Donc ça veut dire que c'est Charles Quint qui prend le dessus. Puis ça continue comme ça, il y aura ensuite 1529, il y aura 1536, il y aura 1542, et il va falloir attendre 1559 pour que ça se calme. Donc ça veut dire, vous voyez, il y a eu à peu près 10 campagnes d'Italie dans une période de 70 ans, même pas. Donc l'Italie, c'est vraiment l'objet de toutes les convoitises. Et à un moment donné, ça va nous concerner. Bon, alors, tout ceci étant posé, Charles II, Savoie, Charles II. Charles II, donc ça, on l'a déjà dit, Charles II, c'est l'oncle du roi de France, François Ier, par sa sœur, Louise de Savoie. Il a épousé Béatrice de Portugal, fille du roi de Portugal, mais qui a une sœur qui a épousé Charles V. Donc ça veut dire que Charles de Savoie et Charles Quint, ils sont beaux-frères par les femmes. Charles Quint, il est quoi à ce moment-là?
Charles Quint, c'est l'homme le plus puissant du monde. Parce que les Habsbourg, ils avaient toute l'Europe centrale, mais par le mariage avec Jeanne de Castille, maintenant les Habsbourg, ils ont aussi l'Espagne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à cette époque, avoir l'Espagne? Celui qui est roi d'Espagne, il a ce qu'on appelle encore à cette époque la Nouvelle-Espagne. Alors, la Nouvelle-Espagne, c'est quoi? En gros, aujourd'hui, ça s'appelle le Mexique, ça s'appelle l'Amérique centrale, c'est tout le sud des États-Unis, c'est le Pérou et c'est la Colombie. Donc, vous voyez, sur la carte, sur la planisphère, toute la partie qui est rouge au niveau des Amériques, ça appartient au roi d'Espagne. Ensuite, il a l'Espagne, ça, ok. Il est duc de Bourgogne. Donc ça, c'est les Pays-Bas bourguignons, hein, qu'on voyait tout à l'heure. Donc ça correspond en gros aux Pays-Bas, à la Belgique, le nord-est de la France d'aujourd'hui. Il est roi de Naples et de Sicile. Donc ça veut dire qu'il a tout le sud de l'Italie, hein, tout le sud de Rome, c'est à lui. Il est duc de Milan, il est archiduc d'Autriche, et la famille va très vite mettre la main sur le royaume de Bohême. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est pas le maître du monde, mais il règne quand même sur une grande partie de l'Europe, hein, l'Europe centrale, l'Europe du Sud. Il a une grande partie de l'Amérique. Donc, c'est pas mal hein, d'être le beau-frère de ce gars-là. Ça vous place quand même. Alors, deux mots sur Louise de Savoie. Une autre femme assez exceptionnelle. Donc, Louise de Savoie, c'est à peu près la contemporaine de Marguerite. Marguerite était née en 1480. Elle est née en 1476, donc 4 ans avant. Elle naît au château de Pondin. Donc voilà, les enfants de Savoie, ils naissent dans l'Ain, hein, c'est pas à Chambéry. Et elle décédera en 1531, ça veut dire qu'elle est morte une année après Marguerite. Donc c'est vraiment des contemporaines. Donc elle est la mère de François Ier. Et on peut dire que c'est elle, je ne parle pas de la maternité, mais c'est elle qui a fait François Ier. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une succession un peu compliquée, donc il fallait imposer François Ier. Et même si François Ier, je ne sais pas combien mesurait Louise de Savoie, François Ier, je crois qu'il faisait 1,90 m, c'est quand même sa maman qui l'a porté sur les épaules. Donc elle a joué un rôle prépondérant pour que son fils devienne roi de France. Elle a été, ce qui est assez exceptionnel, 2 fois régente de France du vivant de son fils. Ça veut dire que quand il y avait les campagnes d'Italie, le roi partait à la campagne. Et une campagne, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Donc ça veut dire que François Ier, plutôt que de confier le royaume à un ministre, les 2 fois, il a confié le royaume à sa mère. Et pour dire, j'ai plus confiance en elle pour gérer la France quand je ne serai pas là, que de le faire à l'un de mes ministres. Et alors, il y a un épisode très intéressant où les 2 femmes vont se retrouver. Alors, après, je vous laisse... Qu'est-ce qu'elles sont l'une par rapport à l'autre? C'est un bon exercice, hein, d'ici le mois prochain, vous essayerez... Ah ben si, elles ont été belles-sœurs, tout simplement. Alors, non, je pensais que c'était plus compliqué. Mais non, elles sont sur la même ligne. Voilà, donc elles ont été belles-sœurs. Et donc, les 2 belles-sœurs, elles vont se retrouver en 1529, et elles vont avoir entre les mains le sort de l'Europe. C'est-à-dire qu'on sort d'une de ces guerres d'Italie, qui a mis l'Europe un peu à feu et à sang. Les guerres mondiales, elles commencent comme des guerres européennes.
Et ça commence à cette époque-là. C'est-à-dire que jusque-là, on peut avoir des guerres entre deux pays. Mais XVIe siècle, porte raison dans les 2 siècles qui vont suivre, les guerres sont toujours des coalitions. C'est-à-dire que c'est plusieurs pays qui se coalisent pour se battre contre d'autres qui se coalisent. Donc, ça, c'est pas uniquement une histoire d'un territoire duché de Milan, c'est important, mais ça va beaucoup plus loin. Et donc, elles sont accueillies par une autre femme qui est Marie de Luxembourg. Et Marie de Luxembourg va héberger les 2 femmes qui vont négocier. C'est ce qu'on appelle la paix des dames. La paix des dames, alors bon, c'est une paix qui va être de courte durée, puisqu'elle va durer 7 ans. Donc cette paix, c'est déjà pas mal. Et c'est un des rares cas, quand même, où les 2 négociatrices sont des femmes. On a l'impression que chacune, elle a fait le pire gars qu'on puisse imaginer. Il y en a une, elle a créé, elle n'a pas procréé, mais elle a éduqué Charles Quint. L'autre, elle a fait François Ier. Charles Quint, François Ier, il n'y a pas plus mieux l'un que l'autre. Donc, dès qu'il y en a un qui est lâché quelque part, l'autre qui l'a tapé dessus, réciproquement. Et c'est quand même ces 2 femmes-là qui vont réussir à négocier une paix. Et alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur le document, mais vous le retrouverez sur Internet, il est souvent photographié. Au bas du document, vous avez une signature un peu large, c'est Marguerite. Et puis on le voit moins bien parce qu'elle a une encre qui marque moins, mais vous avez Louise qui est marquée à côté. Et ça, c'est unique dans l'histoire, pas seulement du XVIe siècle. Même aujourd'hui, essayez de trouver un document d'une négociation internationale qui est signé par 2 femmes, il ne va pas en avoir des 1000 et des 100. Alors, donc, on va peut-être, on va parler un petit peu de cet épisode 1536. 1536, c'est le moment un peu, c'est le paroxysme dans l'opposition entre Charles Quint et François Ier. Ce paroxysme, pour une raison très simple, c'est que quand la crise de 1536 sera résolue, l'un et l'autre seront morts. Parce que c'est quand même une crise qui va durer pendant 23 ans. Et encore une fois, à l'échelle des vies de cette époque, 23 ans, c'est très bon. Alors, qu'est-ce qui a créé cette crise? Je pense qu'il y a un événement qui est antérieur, mais qu'il faut toujours rappeler, je l'ai peut-être déjà un peu évoqué, c'est qu'à la mort de Maximilien Ier, il y a eu une élection pour le Saint-Empire romain germanique. Et les candidats, il y en a eu 3. Encore une fois, tout le monde peut être candidat, pas tout le monde. Tous les grands peuvent être candidats. Donc, il y a un candidat qu'on pourrait presque dire naturel, c'est Charles Quint, puisque c'est le petit-fils de Maximilien Ier, mais encore une fois, il faut qu'il soit élu. Il y a François Ier qui se positionne, et puis il y a un candidat qui est peut-être un peu plus en retrait, c'est Henri VIII d'Angleterre. Mais les 2 principaux candidats, c'est François Ier et c'est Charles Quint. Et chacun veut devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est pas compliqué quelque part. Il y a 7 électeurs, c'est ceux qu'on appelle les princes électeurs. Il y a 3 archevêques et 4 laïcs. Il aurait pu y avoir le duc de Savoie, je vous ai dit que les ducs de Savoie ne sont jamais trop mêlés de ça. Surtout là, c'était pas le moment d'aller se mettre au milieu de tout ça, puisqu'encore une fois, c'est une lutte entre le neveu et le beau-frère, par rapport au duc de Savoie. Alors, comment ça se passe? Ce n'est pas des candidats qui présentent un programme, c'est des candidats qui versent de l'argent. Celui qui a une chance de prévu, c'est celui qui verse le plus. Alors, c'est une époque où même
Charles Quint n'a pas forcément de l'argent à donner comme ça. Pas parce que vous avez la moitié du monde qui vous appartient que vous avez forcément des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc généralement, derrière, il y a des banquiers. Et il y a des banquiers qui versent, c'est une élection au doigt, hein, et on sait que le banquier... Des sponsors. Oui, des sponsors, c'est même un peu plus que les sponsors. On sait que le banquier de Charles Quint, c'est Jacob Fugger, et ça montre une chose, hein, c'est que le monde de la finance, il est plus fort en définitive que ceux qui ont les titres les plus élevés. Donc ça veut dire que Charles Quint remporte cette élection. Et c'est de là que naît, vous voyez, cette incompatibilité viscérale. François Ier, quelque part, ne lui pardonnera jamais d'avoir été élu, même si c'était plus logique que ce soit Habsbourg. Mais François Ier, bon, ça veut dire que Louise, elle lui a quand même donné une bonne dose d'ambition. Alors, il y a une cause immédiate. La cause immédiate, c'est qu'en 1535, il y a François II Sforza, qui est donc duc de Milan, qui meurt. On se positionne, puisque ça sort des Sforza, à qui va être octroyé le duché de Milan. Charles Quint dit c'est à moi, je vais le donner à mon fils Philippe, et François Ier dit c'est à moi. Donc là, il n'y a qu'une solution, c'est la guerre. Donc 1536, c'est une guerre qui est une guerre au sujet du duché de Milan et qui va opposer principalement Charles Quint et François Ier. Charles de Savoie, il est obligé de choisir. Là, vous ne pouvez pas, vous savez, le en même temps, hein, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas dire, attendez, c'est mon neveu, c'est mon beau-frère. Non, c'est l'un ou l'autre. Donc, la Savoie, elle choisit un camp. Et elle choisit un camp qui est assez logique. C'est là où il faut enlever toute considération de famille. Quand vous faites de la politique, vous en fichez, que ce soit le neveu ou autre. Non, la Savoie, elle choisit l'Empire. C'est logique, parce que sans l'Empire, la Savoie n'aurait pas existé. Dès le départ, dès Humbert, la Savoie est du côté de l'Empire. Qui est-ce qui a fait du comte de Savoie des ducs? C'est un empereur. Donc, quand il faut choisir, la Savoie, elle choisit ce côté-là. Grosse colère de François Ier. Parce que c'est une colère diplomatique, mais en même temps, il y a bien un petit côté familial. On va se dire, mon oncle, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, en parenthèse, 1536, les deux femmes, Marguerite et Louise, sont mortes. 1530-1531. Est-ce que ça aurait changé le cours d'histoire? Peut-être. Hein. Vous avez négocié la paix des dames. Les dames ne sont plus là, les gamins se déchaînent. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que François Ier, de toute manière, il doit faire mouvement en direction du Milanais. Donc ils vont profiter pour traverser la Savoie, mais pour laisser des troupes en Savoie. Et en 1536, donc ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la première occupation française de la Savoie. Il y en aura, après ça dépend ce qu'on compte, disons qu'officiellement il y en aura 5, officieusement il y en aura 6 parce que l'occupation espagnole c'est une occupation française. Après, vous pouvez dire qu'il y en aura 7, parce que c'est vrai qu'au moment de la Révolution, ça commence bien comme une occupation. Puis si vous êtes savoisien, vous dites qu'il y en a eu 8, parce que 1860, c'est la 8e. Mais disons que dans la séquence entre la Révolution, entre 1536 et la Révolution, il y aura officiellement 5 occupations françaises. Donc c'est la première qu'il faut scinder en 2 temps. Il y a une occupation qui va de 1536 à 1538. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 ans, il y a 40 000 soldats français. Alors,
pour se faire une idée, hein, bon, aujourd'hui on n'est plus du tout dans ces chiffres-là, mais par exemple au moment de la guerre 14-18, on partait du principe qu'un régiment c'était 2000 hommes. Donc 40 000 c'est l'équivalent de 20 régiments. Hein, 2 régiments ça fait une brigade, 2 brigades ça fait une division, donc là c'est plus, hein, c'est beaucoup plus. Donc il y a 40 000 hommes qui s'installent de part et d'autre des Alpes et qui occupent donc au nom de la France la Savoie. 1538, il va se passer quelque chose, et ça, je trouve que c'est dommage, parce que dans les histoires de la Savoie, on en parle peu, et ça change quand même le cours des choses. On dit généralement qu'il y a eu une occupation de 1536 à 1559, donc pendant 23 ans. En réalité, non, l'occupation, c'est 2 ans. 1538, il y a des négociations. Alors, négociations entre qui et qui, c'est là, vous allez voir, c'est vraiment un marché de dupes. C'est des négociations entre Charles Quint et François Ier. Donc, entre le roi de France et l'empereur. Ils veulent négocier, ils refusent d'être dans la même pièce. Complique un peu les choses. Donc, ça veut dire qu'il faut un intermédiaire. Qui va faire l'intermédiaire? C'est le pape. Donc vous imaginez, on a 2 pièces. Dans une pièce, il y a François Ier, le pape entre dans la pièce, François Ier nous raconte ce qu'il veut. Le pape passe dans l'autre pièce et il dit à Charles Quint, voilà ce que François Ier veut, ce qu'il est prêt à concéder, etc. Bon, Charles Quint donne sa version, le pape revient, dit à François Ier, etc. Jusqu'au moment où il y a un compromis. Alors, le compromis, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, François Ier va dire « Je renonce », alors c'est important d'avoir la phrase, hein, « Je renonce à mes prétentions sur le Milanais ». Il ne dit pas « Je renonce au Milanais », mais « Je renonce à mes prétentions sur le Milanais ». C'est une manière de dire « Je suis fondé à vouloir le Milanais ». Et mes prétentions, je peux les argumenter. Mais je renonce à mes prétentions, grand seigneur. Je laisse le Milanais. Simplement, je veux une compensation. Et la compensation, c'est quoi? C'est là où c'est un marché de dupes. C'est que la compensation, c'est que le duché de Savoie devienne français. Et il y a comme un absent. Charles de Savoie, il n'est pas là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là où on se rend compte que la Savoie, aux yeux de l'empereur, aux yeux du roi de France, la Savoie, c'est un élément du Saint-Empire romain germanique. Même si le duché de Savoie est presque indépendant, il est quand même, donc du moment que l'empereur est là, il y a cette idée qu'on peut, à ce moment-là, discuter du sort de la Savoie. Donc en 1538, c'est ce qu'on appelle la paix de Nice, parce que ça s'est passé à Nice. La paix de Nice a fait que pour la première fois, la Savoie est devenue française. Et la Savoie va être française de 1538 à 1559. Donc ça veut dire que, vous voyez, souvent on dit on est devenu français en 1860, enfin nous, nos ancêtres. Après on rectifie, on dit ah ben non, on a déjà été français une première fois en 1792. Non, c'est pas la première fois, on est devenu français une première fois en 1538. Et donc, c'est une période très longue. Hein. Si on met les 2 années d'occupation, encore une fois c'est 23 ans, et c'est comme si les Allemands qui arrivent en France en 1940 n'en étaient partis qu'en 1963. Et pendant 21 ans, la France aurait été allemande. Et si on prend un petit peu la comparaison, c'est ça cette période. Donc c'est là où on comprend qu'à partir du moment où les guerres deviennent européennes, la Savoie n'a pas forcément la meilleure place. Ça veut dire que la Savoie, c'est un sas.
Et si l'enjeu, ça va souvent être l'Italie, quelque part, il faut passer en Savoie pour aller se battre en Italie. C'est un petit peu ça qui se manifeste ici. Alors, généralement, vous savez que le pire, il est toujours probable. Quand même, rappeler ça en période de vœux. Donc, le pire étant toujours probable, l'année 1536 a été, la reine d'Angleterre, elle avait une expression, elle parlait, je ne sais plus quelle année c'était, d'annus horribilis. Bon, c'est un mot correct, ça veut dire simplement une année horrible. Bon, pourquoi c'est une année horrible? Parce que la Savoie est occupée par la France, mais du moment que la Savoie est occupée, il y en a qui sont juste à côté, qui vont en profiter. Donc Genève se révolte. Les pays de Vaud, de Gex, les bailliages de Ternier et de Gaillard, le Chablais occidental, sont enlevés à la Savoie par les Bernois. La Savoie est à terre, donc chacun veut récupérer son morceau. Le comté de Romont, on est au nord du Léman, il est pris par les Fribourgeois. Et tout le bas-Valais, ce qu'on appelle parfois le Chablais suisse, il est pris par le Haut-Valais. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1536, toute la partie suisse de la Savoie passe aux mains d'autres personnes. Et pourquoi ça se passe à ce moment-là? Tout simplement parce que c'est aussi une guerre de religion. Ça veut dire que ce sont des réformés qui mettent la main sur les partis catholiques de la Suisse savoyarde. Donc, vous voyez, en 1536, c'est vraiment là où c'est un tournant. La Savoie est occupée, et la Savoie perd, et ça, elle ne les récupérera jamais, à l'exception du Chablais français, elle perd tous ses territoires suisses. Il ne faut pas oublier que la Savoie, elle a une jambe en Suisse. Bon, après, vous allez dire, ça va lui faire beaucoup de jambes, la pauvre. Mais en tout cas, c'est encore une fois, quand on dit la Savoie suisse, c'est pas un côté du Léman. C'est l'équivalent des cantons actuels du Valais, de Genève, d'une partie du canton de Fribourg et du canton de Vaud. Tout ça, c'était savoyard et tout ça, ça disparaît en 1536. Donc, quelque part, l'histoire de la Savoie en tant qu'entité autonome, elle aurait pu s'arrêter en 1538. Et 1538, on pourrait dire, bon, bah, ça y est, on se quitte ce soir, puisqu'on est devenu français, non, c'est une autre histoire. Rapidement, on y reviendra peut-être, comment ça se termine, comment on ne devient pas définitivement français à ce moment-là. Encore une fois, les protagonistes de 1536, ils disparaissent tous les uns après les autres. François Ier, quand on arrive en 1559, François Ier est mort. Celui qui est roi de France, c'est son fils Henri II. Charles Quint est mort, mais Charles Quint, avant de mourir, il a démissionné. Charles Quint, c'est un petit peu comme Amédée VIII, sauf que chez lui, en plus, il y a la maladie qui serait mêlée de tout ça. Donc, ça veut dire que Charles Quint, dans un premier temps, il a remis les États bourguignons et l'Espagne à son fils, Philippe. Il a remis le titre d'empereur à son frère et il s'est retiré en Espagne dans un monastère. Mais bon, là, il est mort. Charles, duc de Savoie, il est mort. Et celui qui devient duc, c'est Emmanuel Philibert. Et Emmanuel Philibert, c'est un duc qui a un tout petit territoire, puisque la seule chose qui est restée à la maison de Savoie, c'est le comté de Nice. Ça, la France ne l'a pas pris.
ça explique des choses. Hein. Le fait que Nice soit restée savoyarde à ce moment-là, ça explique pourquoi les Niçois n'ont pas compris qu'il soit mis dans le package français et en 1792 et en 1860. Pour les gens de Nice, ils se sentent peut-être encore beaucoup plus de culture italienne que de culture française. Pas du tout la même culture entre la Savoie et Nice. Ça peut l'expliquer. Donc Emmanuel Philibert, c'est un peu un truc, il a un titre, quoi. Mais c'est quelqu'un qui va grandir à la cour des Habsbourg. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être formé en grande partie par Charles Quint. Donc vous voyez, c'est des histoires croisées. Hein. Charles Quint, il a été formé par Marguerite, qui a joué un grand rôle dans l'histoire de Savoie. Et à son tour, Charles Quint va former le petit Emmanuel Philibert, tant et si bien que Emmanuel Philibert va devenir le chef des armées impériales. Et Emmanuel Philibert, donc pour le situer, hein, il est né en 1528, il mourra en 1580. Il a une devise, Spoliatis arma super sunt, ça veut dire aux spoliés, à ceux qui n'ont plus rien, il reste les armes. Sa devise, elle dit ce qu'il dit, hein, ceux qui n'ont plus rien, ben si, il reste le contre qui le reste, plus n'est plus. Et donc, il va aller comme ça à la tête des troupes impériales, de victoire en victoire. 1547, il a une première victoire sur une confédération de princes protestants. On est en pleine guerre de religion maintenant, hein. Le Saint-Empire est catholique, mais sur des territoires où il y a beaucoup de princes qui sont passés à la Réforme. Ensuite, il y aura le siège de Metz en 1552. Il est encore jeune, hein, 1552, ça veut dire qu'il a 24 ans. Hein, et il est à la tête de la cavalerie flamande. Et l'année suivante, il a le commandement des troupes impériales dans les Pays-Bas. Et puis, 1553, c'est une date importante parce que là aussi, il s'empare d'une place forte qui est très importante et il essaye de négocier. Et il se rend compte d'une chose, c'est que la négociation est trop compliquée parce qu'on lui fait comprendre qu'il n'est rien. Il n'est rien. C'est un chef de guerre, mais duc de Savoie, ça ne veut plus rien dire. Donc, voilà, il est dans l'attente d'une victoire plus écrasante sur la France. Et cette victoire, on arrive au bout, c'est la fameuse bataille de Saint-Quentin. Alors, c'est Saint-Quentin dans l'Aisne, dans le nord de la France. Vous l'avez sur la carte, hein. Il y a le trait rouge, c'est là où sont passées les troupes impériales, et vous avez un point rouge qui marque Saint-Quentin. Bon, bataille de Saint-Quentin. Là aussi, hein, dans l'histoire de France, je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu parler de la bataille de Saint-Quentin. Encore une fois, on ne retient que les victoires. Saint-Quentin, c'est une défaite majeure dans l'histoire de la France. Emmanuel Philibert, il est à la tête de 60 000 hommes. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, 60 000 hommes. C'est des fantassins, c'est des cavaliers, mais ça veut dire qu'à un moment donné, parce que ce n'est pas 60 000 hommes pendant une guerre qui dure 5 ans, c'est 60 000 hommes au moment d'une bataille qui va durer une journée. Donc, il faut qu'il y ait des bons relais, hein, parce que le chef qui manœuvre 60 000 hommes. La bataille de Saint-Quentin, la France, bon, on peut supposer qu'elle a à peu près les mêmes effectifs, la France perd 2 tiers de ses hommes. Donc ça veut dire qu'à la bataille de Saint-Quentin, on peut estimer qu'il y a eu 40 000 Français tués, blessés, prisonniers, sur 60 000. Du côté des impériaux, donc du côté de l'armée qui est menée par Emmanuel Philibert, il y a quelques pertes. Ça n'a jamais été chiffré précisément, mais quand on dit quelques, ça veut dire que ça va peut-être pas beaucoup plus loin que 2000, 3000, vous voyez, cet ordre-là. Donc ça veut dire que
Saint-Quentin, c'est les Habsbourg qui mettent la France genoux à terre. Et d'ailleurs, cette bataille de Saint-Quentin, ça va donner des idées, hein, parce que c'est quoi ça aurait pu, Philippe II, il s'arrêtera avant, mais ça aurait pu être une manœuvre consistant à envahir la France par la Belgique pour s'ouvrir la route de Paris. Ça va donner des idées à quelques-uns. Vous voyez, c'est le genre de manœuvre, et c'est né à ce moment-là. Bon, sauf qu'au soir de la victoire de Saint-Quentin, Philippe va dire on ne va pas sur Paris, on s'arrête là. Mais pourquoi on s'arrête là? Parce qu'on est en position de force pour négocier. Voilà. Et donc, il y aura 2 ans plus tard, enfin pas tout à fait 1 an et demi, en avril 1559, ce qu'on appelle la paix de Cateau-Cambrésis, qui est un traité qui a une grande importance au niveau européen, puisque le traité de Cateau-Cambrésis va mettre fin à nos fameuses guerres d'Italie. Alors, comment ça se passe au niveau de la Savoie? Le traité de Cateau-Cambrésis dit que la Savoie ne peut pas rester une possession française. La Savoie, elle a un duc, son duc s'appelle Emmanuel Philibert, donc les territoires doivent être rendus dans l'intégralité de ce qu'ils étaient en 1536. Alors, il faut mettre un bémol, parce qu'il y a une chose que la France ne peut pas rendre, c'est les territoires suisses. Eux, ils ne seront jamais rendus, puisque de toute manière, il faudrait se livrer une guerre avec les Suisses, donc ce serait autre chose. Mais ça veut dire que tous les territoires de l'Ain, tous les territoires de la Savoie, tous les territoires du Piémont, le Val d'Ost, etc., tout ça est intégré, réintégré donc dans le duché de Savoie. Et si vous voulez qu'il y ait un bon traité, il faut qu'il y ait de la diplomatie, mais il faut qu'il y ait un mariage. Donc, en bas du traité, vous savez, c'est un peu comme dans les contrats, hein, toujours les petites lignes en bas, mais c'est important, les petites lignes en bas. On dit que Emmanuel Philibert, bon, cet Anglais, il n'est pas marié. Donc, Emmanuel Philibert devra épouser Marguerite de Valois ou Marguerite de France. Et c'est qui Marguerite de Valois? C'est sa petite cousine. Si vous revenez à l'arbre généalogique, c'est la sœur d'Henri II. Donc ça veut dire que c'est la fille de François Ier. Donc, vous voyez comment la diplomatie, il y a un moment où les mariages, c'est utile. Hein, ça veut dire qu'on s'est battu avec les Français pendant des décennies pour montrer que c'est fini, on se marie. Et peu importe qui épouse sa petite cousine, hein, au diable l'hérédité, voilà, ça fait un très beau mariage. Alors, je vous ai remis l'arbre généalogique, mais c'est un mariage qui a failli pas avoir lieu. Pourquoi il a failli pas avoir lieu? Simplement parce que Henri II, donc le père, le frère de Marguerite, je suis le père, le frère de Marguerite, tout content que sa sœur se marie avec Emmanuel Philibert, il organise un tournoi. Et les tournois, vous savez, ce n'est pas les matchs de foot. Hein. Les matchs de foot, le gars, il a une herbe trop haute, il s'accroche, il se tient la cheville un quart d'heure sur le tournoi, vous mourrez pour de vrai. Hein. Donc Henri II, il est à l'article de la mort. Et il n'a qu'une peur, c'est que le mariage n'ait pas lieu. Donc, il dit il faut les marier sur le champ. Et le mariage d'Emmanuel Philibert et de la Marguerite de Valois a lieu en pleine nuit, le 30 juin 1559, et Henri II décède à la suite de ça. Donc, ça veut dire que, non, le mariage c'est le 9 juillet. Ça veut
c'est un mariage, un enterrement. Les deux ont eu lieu quasiment au même moment. Ça veut dire que Marguerite ne pourra pas suivre immédiatement son époux. On la représente souvent comme le portrait que vous avez là. Elle est en blanc. Le blanc, c'est le deuil. Porte le deuil de son frère. Et elle ne rejoindra Emmanuel Philibert que vers la fin de l'année 1559. D'abord à Nice, puis après ils pourront se réinstaller en Savoie, et puis après on verra qu'ils partiront pour le Piémont. Voilà, et la fin de l'histoire, cette fois c'est promis, c'est la toute fin de l'histoire. Quand vous allez à Turin, vous avez cette statue monumentale, qui est une statue d'Emmanuel Philibert. Alors le surnom, hein, il y a beaucoup la plupart des comtes et des ducs ont eu des surnoms. Emmanuel Philibert, c'était tête de fer. Tête de fer, c'est-à-dire c'était le combattant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est sur son cheval, il a son armure, il a encore le casque. Il est en train de remettre l'épée dans le four. Ça veut dire que le temps de la guerre il est fini et commence à ce moment-là pour Emmanuel Philibert, puisqu'il ne mourra qu'en 1580, donc il a encore 21 ans de libre, hein, ce qui est énorme, commence le temps de la construction. Pendant 23 ans, le duché de Savoie était totalement désorganisé. Et simplement, on a été géré par les lois françaises. Alors, comme c'est à ce moment-là qu'en France, on a imposé dans les actes officiels le français, le Savoie, on va le garder. On va le garder, les actes notariés, des choses comme ça. Mais il faut réorganiser les États.